Nouvelle semaine, nouveau numéro. Merci de nous rejoindre dans 7 jours dans la savane. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Procès Thomas Sankara, sommet France-Afrique, Forum national des jeunes. Voilà les sujets qui seront décryptés aujourd'hui avec Amadé Adamasoro, Alphonse Ouedraogo et Rachid Assad Zongo. Et après les décryptages, vous aurez comme à l'accoutumée l'édito de la semaine avec le directeur de l'information des Savanes Médias, Soumaïl Arabo, qui nous parle aujourd'hui des coups d'État en Afrique. Et vous aurez enfin Ça fait débat qui est consacré aujourd'hui à la problématique de la criminalité grandissante dans les grands centres urbains du Burkina Faso. Le dernier incident criminel qui marque encore les esprits à Ouagadougou, c'est le meurtre de l'étudiante Ina Drabo à Rimkieta dans l'arrondissement 8 lors du vol de sa moto. Pourquoi ce phénomène prend-il de l'ampleur et comment y faire face? Pour en parler, 3 invités seront avec nous sur ce plateau. D'abord, Nana Thibault, il est ancien conseiller municipal et acteur de la police de proximité. Idrissa Dera, il est membre du groupe d'autodéfense Koglougo. Et enfin, vous aurez Nathanaël Bama, il est membre du comité d'organisation de la marche du dimanche 3 octobre dernier, une marche organisée à Rimkieta en hommage à l'étudiante Ina Drabo qui a été assassinée, comme je l'ai dit tantôt. Voilà pour les décors de ces numéros de 7 jours dans la savane. Une fois de plus, bienvenue à tous. Et bonjour à vous, Alphonse Ouedraogo. Bonjour Kambo, bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, vous êtes là pour débuter avec moi cette partie décryptage des 7 jours dans la savane et nous débutons par cette actualité. Ouverture ce lundi du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons le 15 octobre 1987. Le public et la presse ont été situés sur les conditions d'accès à la salle d'audience et la conduite à y tenir. Jeudi, le tribunal militaire a tenu une conférence de presse à cet effet. Précision de Pakisba Mariam Ouedraogo. Le procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 autres aura lieu à la salle des banquets de Ouagadougou. Pour l'accès des journalistes à la salle d'audience, il y a des conditions à remplir. Un ensemble de consignes ont été édictées par le parquet pour permettre au public d'assister aux audiences et à la presse de faire son travail en toute sérénité. Pour le cas particulier de la presse, l'une des préoccupations majeures concerne la couverture audiovisuelle du procès. Le parquet militaire rappelle que l'article 314-5 du Code de procédure pénale interdit tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma et d'appareils photographiques ou similaires. Exceptionnellement, le président de la Chambre, sur réquisition du procureur général, peut autoriser l'emploi d'un des moyens cités ci-dessus. Le procès est ouvert au public, mais tous les citoyens doivent respecter les consignes du tribunal militaire. Il y aura des fouilles, un dispositif de contrôle, il y aura des barrières pour interdire l'accès à la salle de banquet. Et le franchissement de ces barrières-là sera conditionné par la présentation des badges pour pouvoir franchir et venir au niveau de la salle. Et pour avoir accès à la salle, il y aura des fouilles également. Les fouilles seront faites. Il y a 3 entrées qui seront ouvertes. Une qui sera réservée aux officiels, aux magistrats. Une entrée qui sera réservée au public. Et puis une entrée réservée, aux accusés. Il est à noter également que les téléphones portables, les appareils électroniques ne seront pas autorisés. Le port des pagnes, les casquettes, les foulards, les écharpes, les banderoles, les pancartes, des t-shirts à l'effigie d'un des accusés, d'une victime ou d'une partie au procès, ce serait interdit. Même aux abords de la salle, même au-delà de nos barrières, à proximité de nos barrières, on ne veut pas voir les gens avec des tenues qui portent les effigies des personnes mises en cause dans le procès. Alors, pour le public qui n'aura pas de badge, l'entrée ou l'accès à la salle là, sera conditionné par la présentation de la CNIB. Alors, autre consigne, il est interdit de laisser les colis sans surveillance. Le port du cache-nez est obligatoire, ainsi que le respect des mesures de distanciation.
Voilà, compte rendu signé par Kisba Mariam Ouedraogo. Alphonse, la presse et le public sont désormais situés sur les conditions d'accès à la salle d'audience dans ce procès Thomas Sankara. Tout à fait, parce que c'est quand même un procès qui se veut historique, donc ça fait qu'un certain nombre de conditions doivent être réunies pour donner véritablement un bon événement par rapport à cette situation-là. Alors ici, les conditions sont quand même claires, hein, comme on avait donc annoncé, ce qui veut dire que la presse est située par rapport aux conditions établi pour pouvoir faire le travail comme il se doit. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais là où il faut vraiment propager l'information, c'est par rapport au public qui va venir, puisque le procès est ouvert à tout le monde. Alors, mais comment se comporter, quelle attitude il faut avoir avant d'accéder à la salle, je pense que c'est cette information-là qu'il faut donner à la population. Et concrètement, c'est les pancartes, venir peut-être aux alentours de la salle d'audience, et ça c'est interdit, il ne faut pas un rassemblement. Autrement, il ne faudrait pas y accéder avec des t-shirts estampillés, des images de certains leaders, donc de certains accusés. Ou de certains accusés, parce qu'il faut se dire que dans ce procès, on a l'impression que le public sera divisé en deux. Il y a ceux qui se réclament du pouvoir déchu de Blaise Compaoré et bien d'autres qui voudraient qu'on privilégie la réconciliation par rapport au procès. Donc ces gens vont venir. Il y a aussi l'autre camp qui est ceux-là qui ont perdu des gens pendant les événements de 1987, qui se réclament des partisans de Thomas Sankara, qui voudraient bien que 34 ans après son assassinat, qu'il y ait évidemment la vérité. Donc, bien qu'on ne va pas arriver à faire le distinguo dans la salle des gens qui sont de l'autre côté et ainsi de suite, je pense que on va manifestement voir la tendance au niveau de la salle. Donc c'est important qu'on arrive à mettre les points sur les i pour qu'on n'arrive pas à avoir des gens qui seront divisés dans la salle et qui peut amener vraiment des incidents. Donc ces conditions annoncées étaient véritablement attendues parce que ça va nous permettre d'assister à un procès dans la sérénité jusqu'à ce que la vérité puisse être dite. Alors, est-ce que ceux qui appelaient à ce que les procès, par exemple, soient retransmis en direct dans les médias ne seront pas déçus au vu de ces conditions? Ben, c'est de bonne guerre parce que exceptionnellement, on pouvait le faire. On pouvait le faire, mais je pense que compte tenu aussi de certaines situations, il faut pour parer à toute éventualité, il faut laisser les choses aller comme on va donc voir. Je pense que vouloir donc faire que ça soit en direct, c'est bien. Mais est-ce que notre contexte est propice par rapport à ça? Ça, c'est aussi une autre équation. Qu'est-ce qu'il faut mobiliser? Est-ce que si on devait le faire, il ne fallait pas commencer tôt? Je ne sais pas s'ils ont déjà pris contact, attache avec le procureur pour que... Le procureur général. L'exception qui est prévue dans le code de procédure pénale. Donc, à la demande du procureur général, c'était possible. Par principe, c'est interdit. Encore que des avocats de certains accusés peuvent contester, dire qu'ils ne sont pas d'accord, que ça soit en direct. Donc tout ça, ça va retarder le processus. Le plus important est que le procès qui s'ouvre là, qu'on puisse déjà débattre dans la forme, et après ça on ira maintenant dans le fond pour savoir comment les choses se sont passées. Donc peut-être qu'à l'ouverture c'est cette question là qui sera débattue. On ne sait pas, on va renvoyer jusqu'à quand, mais il faut dire que ce n'est pas un procès de 2 jours, donc ça va prendre du temps, ça peut aller jusqu'à 1 mois, 2 mois. L'essentiel c'est la manifestation de la vérité. Et 2 mois, ça aura été court. 2 mois, ça aurait été court, mais je pense au nombre d'accusés. Déjà, il y a des accusés qui ne seront pas là, comme Blaise Compaoré, Yacine Kafando. En tout cas, jusqu'à la dernière, on verra. Mais pour Blaise Compaoré, ses avocats ont annoncé que ni Blaise Compaoré, ni ses avocats ne seront donc présents dans la salle d'audience. Il faut s'attendre à un renvoi peut-être au premier jour parce que les questions de procédure autres, il y a des exceptions de procédures qui seront soulevées au premier
dès l'ouverture, peut-être pas certains avocats, qui peut nécessiter renvoi du procès à une date. Ça c'est évident, parce que déjà c'est un marathon qui commence. Il faut travailler à combattre s'il y a des irrégularités au niveau de la forme. Voilà. Donc ça déjà ça va prendre du temps. Donc que les gens ne pensent pas que c'est quelque chose qu'on peut élucider en quelques jours. Voilà. Alors vous avez parlé de ces accusés qui ne seront pas là, et nous savons depuis que il y a certains accusés qui ne sont pas là, Blaise Compaoré, Hassan Kafando et autres, mais bon, on s'attendait peut-être à ce que les avocats soient là. Et pour Blaise Compaoré spécifiquement, on a vu ce communiqué des avocats qui a circulé et qui dit clairement que ni les avocats de Blaise Compaoré ni Blaise Compaoré ne seront à ce procès. Quelle analyse faites-vous de cette absence d'avocats de Blaise Compaoré à ce procès? Oui, véritablement ça ne pouvait pas être autrement. Étant donné que Blaise Compaoré, qui est un accusé cité dans ce procès, ne sera pas là, je ne vois pas en quoi ces avocats peuvent donc être dans la salle et qu'est-ce qu'ils vont défendre. Si vous n'avez pas votre client pendant l'audience, votre présence est nulle. Je pense que c'est un communiqué qui est donc arrivé au moment opportun pour que déjà on se fait une idée, pour que à l'audience là, on puisse aller très rapidement attaquer aux questions essentielles. Alors, Blaise Compaoré ne sera pas là. Est-ce que cela ne va pas influencer ou ne va pas jouer pendant le procès? Nous savons tous que après les événements du 15 octobre 87, l'héritier ou le bénéficiaire a été Blaise Compaoré et puis des gens autour de lui. Si ce dernier qui est cité partout, qu'il connaît beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé, s'il n'est pas là, est-ce que ça ne va pas cacher certains faits, la vérité? Parce que quand même, ici, il est question d'un procès qui se veut historique. D'abord, il y a le jugement et il y a la condamnation de l'acte criminel. Donc, un fait qui est arrivé à des assassinats, il faut ça. En plus de ça, il y a cette question politique et l'envergure de Thomas Sankara avant les événements du 15 octobre, ce qui le représentait au niveau international. Il y a des pays qui ne voyaient pas d'un bon œil par rapport à sa démarche. Est-ce qu'on ne va pas voir des complicités, des gens qui ont tout orchestré au niveau international avant donc que ça arrive au Burkina? Donc il y a cet aspect politique là qu'il faut aussi analyser. Donc il y a ces archives qui ont été mises à la disposition de la justice par la France. Alors preuve qu'il faut que ça aide à la manifestation de la vérité. Donc je pense qu'ici il faut s'interroger. Pourquoi il faut donc coûte que coûte condamner des gens? Est-ce que c'est ça l'intérêt? Il ne faudrait pas voir des éléments qui puissent nous permettre de savoir la vérité. Si quelqu'un comme Blaise Compaoré n'est pas là, c'est vrai qu'on peut dire des choses sur lui, mais est-ce que les gens seront satisfaits? Moi je pense qu'ici la vérité est plus importante que la condamnation par rapport aux événements. Parlons toujours de Blaise Compaoré. On lit par exemple dans le communiqué publié par ses avocats que voilà, il pourrait bénéficier, selon ses avocats, de l'immunité donc consacrée par la Constitution dans sa version d'après modification de 2012. Il parle également de l'annulation du mandat d'arrêt international qui a été émis contre Blaise Compaoré. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui nous rattrape également quand on émet un mandat d'arrêt international contre une personne et que l'on l'annule après? Est-ce que cela ne signifie pas qu'on n'a plus besoin de la personne également? Non. Et ils disent également que Blaise Compaoré n'a jamais été convoqué pour interrogatoire, par exemple, dans la procédure d'instruction. Non, je vais vous rassurer. Et je pense que la stratégie des avocats de Blaise Compaoré, c'est d'attendre l'issue de ce procès et attaquer au niveau international, comme la Cour africaine, beaucoup d'autres tribunaux. Voilà. Donc, dans le communiqué, ils disent clairement que Blaise Compaoré ne fait pas confiance à la justice de Roch Kaboré, mais il demeure confiant à la justice internationale. C'est quand même clair. Ça veut dire qu'ils attendent l'issue de ce procès pour donc commencer notre combat au niveau international par rapport à leurs clients. Donc, mais pour qu'il y ait ça, il faut d'abord que ce procès se tienne. Il faut que ce procès se tienne pour qu'on puisse savoir. Sinon, cette question d'immunité dont parlent les avocats,
C'est vrai, nous avons tous assisté pendant les faits, comment les choses se sont passées, mais il y a aussi des gens qui trouvent que dans cette affaire d'immunité, c'est par rapport au fait que ce dernier aurait posé après que la loi a été adoptée. Voilà, après la modification. Donc, pendant les événements de 1987, il n'était pas encore président, donc il ne peut pas bénéficier de cette largesse-là. Et ça, c'est aussi un autre débat. Je pense que ce qui pouvait sauver, c'est la présence de Blaise Compaoré et de ses avocats qui peuvent utiliser cet argument pour convaincre le tribunal. Si effectivement, on estime qu'avec l'immunité, effectivement, ça le court, ben, il pourrait se tirer d'affaire. Malheureusement, ni ses avocats, ni Blaise Compaoré ne sera donc présent. Donc c'est difficile de soulever cette question-là comme une exception pour le tirer d'affaire, malheureusement. Merci à vous. En tout cas, le procès s'ouvre ce lundi. On attendra de voir ce qu'il en sera. Merci bien. Merci d'être passé donc sur ce plateau et nous poursuivons avec cette autre actualité, diversification des partenaires dans la lutte antiterroriste. C'est un appel que la jeunesse burkinabé a lancé cette semaine à Koudougou. C'était à l'occasion du 8e Forum national de la jeunesse. Issa Oumaratié nous en dit plus. Après Bobo Dioulasso en 2019, les jeunes de 13 régions du Burkina Faso se retrouvent dans la cité du Cavalier Rouge pour la 8e édition du Forum national des jeunes cette année. Ce forum, qui se déroule sous le thème Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse, a servi de cadre au président du Conseil national de la jeunesse pour dénoncer certaines décisions prises au nom de la jeunesse qui sont pourtant contre la jeunesse, pense Moumouni Diala. Tous ceux qui veulent accompagner les jeunes sachent que la jeunesse a sa manière de faire, sachent que la jeunesse a ses priorités. Parce que nous avons constaté que le milieu de la jeunesse est devenu un fourre-tout où chacun fait ce qu'il veut en sa manière, au nom de la jeunesse, sans souvent associer la jeunesse et même des actions et des impacts qui vont à l'encontre de l'épanouissement de la jeunesse. Sur la question sécuritaire, Moumouni Diala s'est adressé directement au Premier ministre Christophe Dabiré, appelé à diversifier la coopération militaire du Burkina Faso. La jeunesse ne veut pas non plus d'ingérence étrangère dans les affaires internes du Burkina, qui est un pays souverain, ajoute Moumouni Diala. Excellence, vous l'aurez constaté que depuis un certain temps, le Burkina Faso est confronté à un problème d'insécurité criard et profonde. En cela, nous voulons demander à la jeunesse ici présente de se mobiliser comme un seul homme derrière le gouvernement du Burkina Faso pour faire face à cette insécurité. Et nous demandons au gouvernement également de croire à la jeunesse et de conjuguer avec la jeunesse pour que nous puissions avoir la paix. La paix que nous avons tant souhaitée, la paix qui permettra le développement de notre pays. Excellence, cela est important, que vous constaterez aujourd'hui. Nous l'avons dit à maintes reprises, il faudra que les grandes puissances laissent notre pays tranquille. Un pays normal, comme le Burkina Faso, qui est souverain. Si la souveraineté est une réalité, nous ne devrons pas aviser qui que ce soit et choisir de travailler avec quiconque. Nous travaillerons avec ceux qui nous arrangent. Et nous allons diversifier notre coopération. Excellence, on le dit parce que c'est à fond de cœur. Je pense qu'à Kankourou, on l'a dit, il faudra que le Burkina Faso diversifie sa coopération militaire pour faire face donc aux défis du moment. Cela est important. On n'a pas... La question foncière s'est également invitée dans le discours du président du Conseil national de la jeunesse. Il invite le gouvernement à prendre des mesures idoines pour y faire face. Aujourd'hui, dans le problème foncier, on veut souligner cela, on voudrait que vous preniez votre pardon de pèlerin pour que dans l'avenir, les jeunes burkinabés, tous les burkinabés doivent espérer avoir un toit. Et tel que ce parti, si on ne fait pas attention dans l'avenir, il y aurait des burkinabés qui vont dormir, mais qui n'auront pas de toit. Quand vous regardez la spéculation foncière aujourd'hui, ça fait peur, Excellence. Il faudrait que cela ressorte et que vous travaillez à garantir à la jeunesse burkinabé que dans l'avenir, elle aura au moins une seule parcelle pour construire sa petite maison et vivre avec sa petite famille. L'ouverture de cette 8e édition du Forum national des jeunes a été présidée par le Premier ministre Christophe Dabiré et co-parrainée par le président de l'Assemblée nationale et le ministre des Infrastructures. La coupure du ruban du Salon de la créativité et de l'innovation et la visite des stands ont clos la première partie de l'ouverture de ce Forum des jeunes.
Et c'est Rachid Assad Zongo qui va décrypter pour vous cette actualité. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Kambou, bien le bonjour à toi et à vous également qui nous suivez, bonjour. Alors, 8e forum des jeunes tenu cette semaine à Koudougou, quelle est votre appréciation déjà de façon générale? Merci. Je dirais que c'est bien de constater que ce dialogue direct entre les jeunes et le président du Faso, qui a été institué depuis pratiquement 2005, a toujours cours et donc n'est pas rompu. Et le thème de cette année, on dira aussi, n'est pas si différent de la précédente édition qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins en 2019 et qui s'intitulait « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'édification d'une nation unie, prospère et émergente dans un contexte de lutte contre l'insécurité ». Cette année, pour la 8e édition, on parle de réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse. Pour moi, c'est une sorte de continuité à travers ces deux thématiques-là. Alors, si même on doit considérer ce qu'a dit le Premier ministre Christophe Dabiré à l'ouverture de ce forum, qui considère la réconciliation comme une sorte de processus qui conduit à un nouveau pacte social qui engage tout le monde et donc nécessairement la jeunesse. Je pense que c'est une logique acceptable et tenable. Maintenant, ce qui me dérange, on va dire dans ce forum-là, ou sinon ce face-à-face entre, on va dire, les jeunes et notamment les autorités que ces jeunes-là même ont mis en place, c'est le manque de bilan. Depuis 2005, je l'ai dit, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a réfléchi pour voir quels sont les acquis, quelles sont les insuffisances et qu'est-ce qu'il y a lieu véritablement de faire? Là-dessus, j'ai souvenance qu'en 2015, donc 2005-2015, 10 ans à peu près, le gouvernement avait organisé les Assises nationales de la jeunesse à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina, et des États généraux de la jeunesse en 2017, dans la capitale Ouagadougou. Alors, Kambou, nous sommes aujourd'hui en 2021. Quand on capitalise, on va dire, ces forats-là, voilà, véritablement, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on se pose cette question-là? Et si on se pose cette interrogation-là, qu'est-ce que véritablement on retrouve comme réponse? Moi, je pense que c'est la même chose, c'est les mêmes problèmes-là. Et je citerai par là le faible niveau d'instruction des jeunes, avec marqué surtout au niveau du milieu rural, le fort taux de chômage, notamment au niveau de la tranche d'âge allant de 15 à 24 ans. C'est vrai que ça s'étend plus largement. On voit que de plus en plus, et toujours, c'est vers, on va dire, le concours de la fonction publique que les jeunes s'attardent. C'est pratiquement même les principaux modes de recherche d'emploi pour les jeunes. C'est vrai qu'il y a une augmentation, on va dire, des mouvements et associations de jeunesse, mais quand on regarde dans le fond, il y a une faible représentation. Nous sommes dans une situation où le contexte sécuritaire est assez affiché. Ça fait que vous verrez des régions comme ça qui sont vidées ou qui n'ont pratiquement même pas d'association. C'est le cas du Sahel, c'est le cas de l'Est, le centre-nord, pour ne citer que ces exemples-là. Des problèmes comme, on va dire, la formation professionnelle, c'est également une réalité. Quand on parle de formation professionnelle, on fait aussi appel à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a des centres de formation, centres publics de formation de jeunes qui ont connu même, on va dire, une éclosion. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez véritablement, vous faites le constat, combien de jeunes ont pu mettre en place des plans d'affaires? Les problèmes ne peuvent finir d'en citer. Donc les forats se multiplient, mais les problèmes demeurent selon vous. Alors, venons-en maintenant à cet appel qui a été lancé par le président du Conseil national de la jeunesse, Moumouni Diala, qui parle de diversification des partenaires dans la lutte antiterroriste. On a comme l'impression que la jeunesse burkinabé est en train de regarder le Mali avec envie aujourd'hui. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Merci Kabou. Déjà, lorsque je suivais le VTR pour dire la vidéo, le reportage assuré par notre confrère Issa Oumarati, je me plaisais à prendre quelques notes là pour voir un peu ce qui a constitué, on va dire, quelques axes majeurs traités par la jeunesse. Alors, moi, je considère que c'est un discours véritablement engagé et interpellateur qu'il a fait. Voilà. Au-delà de l'éloquence dont il a fait preuve. Alors, quand il dit que la jeunesse, déjà, je vais répondre à votre question, et quand il dit que la jeunesse est pratiquement comme une sorte de fourre-tout, je trouve qu'il n'a pas tort.
Voilà, véritablement, il n'a pas tort. Et le politique l'a compris et profite bien. Nous sommes dans un pays qui est en majorité composé de jeunes. Et voyez-vous, les jeunes constituent une manne électorale pour les politiques. Et ils en profitent, comme je l'ai dit bien. Je pense que c'est aux jeunes d'être véritablement francs avec eux-mêmes et avoir le courage de s'assumer pleinement dans le choix des décideurs qu'ils estiment à même de pouvoir, on va dire, gérer leur destinée. Sur la question sécuritaire, et pour répondre justement à votre question, il parle, c'est vrai, de diversifier la coopération militaire du Burkina. Et je pense que là, c'est logique. Quand on fait juste une petite analyse où on porte le regard sur l'actualité sécuritaire au Burkina Faso, ça fait pleurer. Combien de morts, Kambou, civils et militaires, comptons et encore va-t-on compter pour ce qui est en tout cas de la question sécuritaire. Et des morts qui malheureusement sont en majorité des jeunes, que ce soit les civils ou les militaires, la majorité ce sont des jeunes. Aujourd'hui on nous parle de la force conjointe G5 Sahel, on nous parlait de la force Barkhane, aujourd'hui on nous parle de la force Takuba. La réalité terrain montre que toutes ces initiatives-là ont eu pour résultat pratiquement rien. Voilà, pour ne pas dire zéro, rien. Voilà. Et donc, c'est normal que les jeunes aujourd'hui, qui constituent, on va dire, l'avenir d'un pays qui est en proie, on va dire, à l'insécurité, interpellent leurs décideurs sur la question sécuritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nécessairement, la réalité sécuritaire commande qu'on puisse revoir notre coopération. Et ils l'ont cité bien. Il a réagi aussi sur la question foncière, si tu me permets d'y revenir. Il demande de créer les conditions pour permettre aux jeunes d'avoir donc leur propre terrain et donc leur propre toit. Voilà. Je pense que sur la question foncière, cela appelle à un courage et une volonté politique véritablement pour pouvoir résoudre la question foncière. Tant que cela ne sera pas fait, ce serait difficile. Il a achevé pour dire aux jeunes de se mobiliser. Et je pense que quand on parle de mobilisation, il faudrait que les jeunes se mobilisent davantage en s'intéressant, on va dire, à la chose publique. En s'intéressant à la chose publique, on pourra un temps soit peu régler par nous-mêmes nos propres problèmes, pour parler des jeunes. Et s'intéresser à la chose publique, ça veut dire quoi concrètement? Il faut s'intéresser à la gouvernance actuelle. Il faut s'intéresser à la gouvernance locale. Il faut s'intéresser aux réalités qui se passent dans d'autres pays. Et je pense que c'est dans cela du moins que le discours de Moumouni Diallo du Conseil national de la jeunesse s'inscrit. On s'inspire de bons exemples pour évoluer. On s'inspire de ce qui peut nous aider à avancer. Et je pense que c'est le fond du message qu'il a donné à travers justement le discours qu'il a livré à l'ouverture du Forum national de la jeunesse à Kourkou. Merci à vous pour ce décryptage. Merci Kambou et bonne suite. Merci. Et dans l'actualité hors du Burkina, dans l'Afrique, nous allons parler de ce sommet France-Afrique de Montpellier. 3000 jeunes issus d'OSC et d'entreprises africaines y ont pris part. C'est le premier sommet sans chef d'État africain. 11 jeunes ont eu un débat avec le président français. Écoutons quelques extraits de ces échanges avant de retrouver notre chroniqueur international Amadé Adamasoro pour en parler. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir.
Et je fais partie de ces jeunes qui étaient en première ligne. Je suis fier d'avoir mené ce combat parce que ça ramène de l'espoir auprès de notre jeunesse. Ce que nous essayons de vous demander, Monsieur le Président, ce n'est pas de vous occuper de ces problèmes internes. C'est plutôt en tant que partenaire de refuser de collaborer et de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise des voies, des manières subversives, les tripatouillages constitutionnels pour rester au pouvoir. N'en faites pas un partenaire. Parce que habituellement, ce qui arrive, Monsieur le Président, on utilise beaucoup de la subtilité politique dans le langage. Aussi longtemps qu'on va continuer de traiter cette question au cas par cas, comme on le dit en Afrique, selon la tête du client, on ne s'en sortira pas. Ne voyez pas le Tchad différemment que le Mali, que la Guinée, que la Côte d'Ivoire sur cette question-là. Ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte, vous avez le même ennemi et l'ennemi il est grandi. L'ennemi il prend de l'ampleur dans ça. Dites-leur, faites-moi plaisir, dites-leur. Du coup, arrêtez ça, arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et vous pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Voilà, l'on en parle avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, qui est avec moi sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Kamou, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est le premier sommet dit sommet France-Afrique sans chef d'État africain. Alors, comment appréciez-vous déjà cette option? Je pense que cela s'inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation que Paris souhaite imprimer aux relations France-Afrique. Vous vous souvenez en 2017 lorsque Macron, 6 mois après son élection, a effectué son déplacement à Ouagadougou où il a rencontré les étudiants burkinabés. Il a donc affirmé être porteur d'un message de rupture en ce qui concerne ces fameux réseaux France-Afrique et que cela devait donc se matérialiser par un certain nombre d'actes parmi lesquels la façon de revoir ces rencontres annuelles-là au sommet entre d'un côté un président français et de l'autre tous les chefs d'État africains. Donc cela donnait l'air d'une certaine posture paternaliste, ce qui est reproché effectivement à Paris. Donc avec cette nouvelle orientation, c'est-à-dire rencontrer des Africains en dehors des leaders, en fait je veux dire en dehors des chefs d'État, peut être également compris comme une volonté de Paris de dire en réalité que la France parle à tout le monde et pas seulement en fait aux dirigeants. Parce que la France a été sévèrement critiquée récemment pour son soutien plus ou moins ambivalent par rapport à certains chefs d'État qui avaient des postures qui n'étaient pas vraiment légitimes, puisque certains ont quand même forcé des troisième mandats, et s'afficher donc aux côtés de ces dirigeants africains à la veille des élections présidentielles peut ne pas vraiment bien passer dans l'opinion publique française, qui souvent ne comprend pas assez les enjeux de la persistance, n'est-ce pas, de ces relations souvent tumultueuses entre la France et l'Afrique. Donc c'était une manière de passer à une autre étape, celle maintenant de travailler avec les jeunes, travailler avec les leaders d'opinion, que de rester dans le même sillage de cette rencontre. Cela même n'a pas donc manqué de
d'attirer, de susciter l'ire de certains politiciens français, notamment le député Sébastien Nadeau, qui pensait qu'effectivement c'est une sorte de théâtre, de mascarade, que le président français décide de rencontrer des jeunes qui ne sont pas représentatifs des peuples africains, puisque c'est des jeunes, comme on le dit, triés s'ils le voulaient, et qui peuvent seulement parler, mais sans un véritable pouvoir de décision. Voilà. Alors, vous le dites si bien, c'est vrai, c'est un sommet sans chef d'État. Est-ce que cela change pour autant l'objectif des sommets France-Afrique qui ont été perpétués par presque tous les chefs d'État qui sont arrivés à la tête de l'État français, puisque c'est quand même la 28e édition, Absolument. Donc 27 éditions avec chef d'État, et cette édition qui se tient sans chef d'État. Est-ce que cela implique forcément changement d'objectif? Cela peut effectivement être considéré comme la poursuite du même objectif, mais avec des moyens différents. C'est vrai qu'on reproche toujours à la France de vouloir continuer à avoir un regard sur le cours des événements en Afrique, ces ex-colonies, mais moi je pense que c'est de bonne guerre. Pourquoi? Si réellement la France s'appuie sur ces ex-colonies pour maintenir sa position de grande puissance, alors il ne faut pas demander à la France de lâcher prise. Pas du tout, puisque c'est comme si on dit vulgairement, scier la branche sur laquelle on est assis, personne ne va le faire. Donc si réellement l'Afrique apporte à la France, il n'y aura pas ces jours où la France va accepter et renoncer à cela. Maintenant, est-ce que nous, Africains, nous concevons cela? Est-ce que nous pouvons continuer à être dans une relation où on est toujours perdant? C'est la question qu'il faut poser aux Africains. Parce que dans les autres pays, c'est tout ce qui est fait. Si vous voyez les dirigeants chinois, ils travaillent pour la préservation des intérêts chinois. Si vous voyez les Américains, ils travaillent donc pour la préservation des intérêts américains. C'est à nous maintenant, Africains, de travailler également à préserver nos intérêts et à ne pas reprocher à la France de travailler aux dirigeants français, donc de faire de même. Je pense qu'ici, c'est à nous, Africains maintenant, que le problème central revient. Et pour cela, on doit essayer de voir est-ce que cette nouvelle approche donc, de la relation entre l'Afrique et la France est la bonne ou elle n'est pas la bonne. Dans ce cas, il faut continuer la réflexion. Question bien posée justement, et sur la participation même à ce sommet, il y a eu ce débat qui s'est posé au départ au sein de la jeunesse et de la société civile africaine. Beaucoup estimaient que ce n'était pas un sommet opportun, ce n'était pas bien pour les jeunes africains d'aller parler de développement de l'Afrique en France avec le chef de l'État français. D'un autre côté, beaucoup estimaient qu'il fallait y aller et dire ce qu'il y avait à dire à Macron. Maintenant que nous savons un peu ce qui a été dit lors des débats avec le président français, de quel côté vous vous mettez? Je pense que les deux approches ne sont pas antinomiques. C'est-à-dire qu'on peut, en même temps que nous nous inscrivons dans une posture de dialogue avec le français, avec donc la France, nous pouvons également de l'autre côté travailler à nous développer. C'est pas parce que nous voulons nous développer que nous devrons fermer la porte à tous, y compris à la France, puisque nous sommes dans un monde interdépendant. Même les États-Unis qui sont la première puissance mondiale ne sont pas véritablement indépendants. Les États-Unis dépendent des commandes qu'ils reçoivent de beaucoup de pays. Récemment, il y a eu cette histoire donc, des 12 sous-marins, finalement qui a été annulée côté français au profit des Américains. Et récemment aussi, j'attendais que je suivais sur une chaîne où l'Australie a également fait des commandes d'hélicoptères, etc. Donc chaque pays travaille pour ses propres intérêts. Donc nous pouvons réellement participer à un sommet, à toute rencontre qui va permettre aux dirigeants ou du moins aux jeunes Africains de s'exprimer, comme l'a dit notre compatriote Kwame. Donc c'est Kwame, non? Kwame, autant pour moi, et qui dit, nous en tant que société civile, notre travail c'est de dire ce que nous pensons, mais les décisions appartiennent aux dirigeants. Mais je pense que déjà c'est une bonne chose que de dire, il y a 30 ans, 40 ans, cela n'était pas possible. On ne pouvait pas imaginer
que des jeunes vont s'élever comme ça, aller en France, discuter avec des dirigeants français sans l'aval, pour ainsi dire, donc, de leurs dirigeants. Donc c'est un changement de paradigme qui est ici acté, et je pense que c'est à notre avantage. Mais cela ne doit pas nous dédouaner sur l'effort à fournir pour en réalité travailler sur notre développement. Je ne vois pas beaucoup de pays sur d'autres continents versés dans les sommets à n'en pas finir, dans les discours, dans les pourparlers. Vous prenez les pays asiatiques, ceux qui savent mieux le faire, c'est le travail. Ce n'est pas les dialogues, ce n'est pas les pourparlers, ce n'est pas les rencontres, etc. Donc je pense que nous, comme nous sommes très forts dans la rhétorique, on peut rester dans la rhétorique, mais également trouver un temps pour aussi travailler. Parce que c'est à travers le travail, le développement, l'industrialisation, la mécanisation agricole, c'est ça qui va faire développer l'Afrique. Ce n'est pas des discours à n'en pas finir. Vous avez souligné le fait que Elda Kwama a dit que voilà, ces jeunes qui ont participé ne pouvaient dire que ce qu'ils pensaient, mais n'ont pas de pouvoir de décision, n'ont pas de moyens d'action sur le terrain. Quand on sait un peu que ces jeunes ont été sélectionnés sans la participation des États africains, on se pose également la question de savoir comment les recommandations qui vont sortir de ce sommet vont s'appliquer en Afrique. Même, au niveau du Burkina, je pense qu'il y a des voix qui sont élevées pour dire notamment des structures de la jeunesse, des jeunes donc qui disent ces jeunes-là disent qu'ils ne se reconnaîtront pas dans les conclusions qui seront issues donc de cette rencontre, puisqu'ils n'ont pas été associés, puisque dans chaque pays il y a des structures officiellement reconnues pour parler au nom de la jeunesse. Donc si ces personnes qui ont été sélectionnées ne font pas partie de ces structures, il va de soi qu'à leur retour, il y aura des difficultés pour mettre cela en exergue, en pratique. Mais également, ce que je vois, la France veut se détacher d'une image. Malheureusement, elle est tombée dans le même piège, puisque un président français qui rencontre des jeunes pour parler de l'Afrique, c'est toujours cette image de paternaliste là qui est toujours c'est ce visible. Que beaucoup de ces jeunes déjà ont dénoncé lors des débats. Comment vous trouvez d'ailleurs leur prestation, ces jeunes que nous venons d'écouter? C'est acceptable, puisque c'est ce qu'ils peuvent faire en réalité. Ils ne sont pas élus, ils n'ont pas de mandat pour faire avancer les choses de façon concrète, mais déjà le fait de porter cette information, puisqu'il y a un problème qui est là. Les Français, c'est pas le peuple français, le gouvernement français estime qu'il y a un sentiment anti-français. Et chaque fois nous disons qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, mais il y a une incompréhension de la politique française en Afrique, puisque alors depuis les indépendances, on ne sent pas une sincérité dans les relations, on ne sent pas une sincérité dans la coopération. Si aujourd'hui par exemple l'Europe est considérée comme l'épicentre de l'économie mondiale, c'est parce qu'il y a eu quand même le plan Marshall au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'économie européenne était laminée, il fallait l'intervention sincère et consistentielle, donc et consistante, n'est-ce pas, des États-Unis pour que l'Europe puisse se relever. C'est vrai que certains par la suite ont dit non, l'Amérique voulait une Europe forte pour en tout cas arriver à absorber la surproduction américaine, mais n'empêche que grâce à ce travail, à ce soutien américain, l'Europe est devenue une grande puissance. Donc si les Africains réellement persévèrent les retombées de cette coopération, je pense que cela va contribuer à raffermir les liens. Parce que sur le terrain, on ne voit pas les lignes bouger. C'est ça qui alimente. Et avant, il y a 30 ans, il y a 40 ans, les jeunes n'avaient pas accès, n'avaient pas droit à la parole, puisqu'il n'y avait pas des outils qui permettaient effectivement aux jeunes de pouvoir s'exprimer en dehors des canaux officiels. Or, aujourd'hui, avec le développement exponentiel des moyens de communication et d'information, aujourd'hui, on n'a pas besoin donc d'une autorisation pour parler, pour donner son point de vue. Et ça, la France doit en tenir compte. La France doit en tenir compte. On attendra de voir quel sera peut-être le format du 29e sommet, s'il va exister bien sûr, s'il aura lieu. Merci à vous, Amadi Adamassou, pour votre décryptage de cette actualité. C'est tout donc pour la page décryptage. Place à l'édito après la virgule.
Et c'est le directeur de l'information de Savane Média que nous recevons pour cette partie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kojo Kambou, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et on reparle des coups d'État dans l'édito de cette semaine. C'est ça, Kojo Kambou, j'ai bien aimé le thème de la rentrée politique du Parti de la Renaissance nationale. Le parrain ce week-end qui a décidé de parler du retour des coups d'État en Afrique, les raisons, éventuellement les perspectives. C'est un danger pour les partis politiques à partir du moment où de plus en plus de pays et de chapelles plus ou moins politiques acceptent ouvertement ou insidieusement le retour des coups d'État, alors que les coups d'État ne font pas bon ménage avec nos pratiques démocratiques, et à partir du moment où les peuples ont clairement fait le choix de la démocratie, tout coup d'État peut être considéré comme mauvais. C'est vrai, nous avons eu des expériences différentes de 1960 à aujourd'hui en fonction des pays. La démocratie que nous avons adoptée dans les années 90 a aussi ses limites, mais il reste que c'est le meilleur système par rapport à ce qu'on a pu expérimenter par le passé en termes d'ouverture d'espace de liberté et d'autorisation de participation de la citoyenneté, d'expression de la citoyenneté sur la scène publique. La démocratie a ses limites, il y a même un piège dans la démocratie tel que nous l'avons adopté, tel que ça nous a été envoyé, quand on pense que pour certaines personnes, la démocratie, ça veut dire contester à tout vent, ça veut dire refuser tout ce qu'on propose, ça veut dire remettre en cause toutes les petites avancées, ça veut dire régler les problèmes entre personnes et raviver au quotidien les querelles de clocher, les querelles intestines qu'on a par-ci par-là. C'est ça la limite de la démocratie, voilà, de donner l'impression que dans une nation, les gens vivent par confrontation quotidienne, alors que la démocratie devrait nous suggérer une démarche de concertation permanente, de recherche de consensus, de recherche de vérité, voilà, par le dialogue. C'est ça le piège de la démocratie. Mais il reste que malgré ça, c'est le meilleur système qui peut nous permettre de susciter le maximum de participation pour avoir les meilleurs au pouvoir et les meilleurs pour nous guider. Maintenant, il n'y a pas de démocratie sans démocrates. Est-ce que dans nos États-là, nous avons vraiment des démocrates et au pouvoir, et dans la population, et dans nos partenariats? Ça, ce n'est pas évident. Voilà. Parce que même quand on dit que la démocratie, c'est pratiquement l'apanage des partis politiques et des organisations citoyennes, il y a dans ces organisations-là, des partis politiques ou des entités citoyennes-là, des gens qui n'aiment pas. Discuter, débattre, partager. Il y en a qui veulent s'imposer. Et quand à côté, ils ont une petite arme que le peuple leur a confiée, ils n'hésitent pas à l'utiliser. C'est ça qu'on doit réorganiser. Le Burkina Faso a clairement refusé les coups d'État à travers l'expérience de 2015, quand le peuple a dit non au coup d'État du général Gilbert Guinguéré et de son régiment de sécurité présidentielle. C'est un message très clair, de la même façon que le peuple burkinabé avait donné l'exemple, je vais dire au monde entier, voilà, en refusant le énième mandat de l'ancien président Blaise Compaoré. Ça veut dire que les peuples ont un grand rôle à jouer dans le refus des coups d'État et dans l'appropriation de la démocratie. Maintenant, quand vous regardez les autres pays, bon, au Mali, ça fait 2 coups d'État, apparemment ça passe, c'est comme si on pensait à des coups d'État salvateur, pour reprendre le mot, la formule de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y en a vraiment? Ce n'est pas évident, parce que le coup d'État, c'est toujours un recul démocratique et social, économique, culturel majeur. Vous prenez un autre pays comme la Guinée, c'est une autre expérience, les gens semblent l'avoir accepté, mais où ça va nous conduire, on ne sait pas. Quand on sait que en 2008-2009, Moussa Dadis Camara était passé aussi par là, à Conakry. Au Tchad, ce qu'on a vécu sous forme de succession dynastique au pouvoir
rien d'autre qu'un coup d'État. Ce qu'on a vécu par le passé autour de 2005 au Togo, quand Faure Gnassingbé a remplacé son père, Gnassingbé Yadema. C'est ce qu'on a vécu pratiquement au Gabon, quand Omar Bongo est parti, c'est son fils Ali Bongo qui lui a succédé. Et donc en fonction des pays, les peuples n'ont pas les mêmes réflexes démocratiques et les mêmes réflexes de participation, mais on devrait penser à faire en sorte que et les leaders et les citoyens et leurs partenaires soient des démocrates qui font avancer les démocraties. Si on n'a pas cette synergie d'action-là entre les peuples, entre les leaders et entre les partenaires, parce qu'il y a des pays où ce sont des partenaires, voilà, qui encouragent même à la succession dynastique ou qui encouragent même au coup d'État. Voilà, dans ces pays-là, les peuples doivent se montrer plus responsables, prendre leurs responsabilités et rétablir les systèmes démocratiques. Le Burkina est un exemple, mais il n'y a pas d'exemple parfait et il n'y a pas d'exemple définitif. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes toujours interpellés. Maintenant, ce que les autres peuvent prendre pour s'inspirer ou pour essayer de faire la même chose, c'est de renforcer les organisations citoyennes sous forme d'associations, sous forme de fédérations, sous forme de groupements. Ça aide beaucoup les organisations citoyennes qui avancent à petits pas pour devenir des groupes forts. C'est pas des lobbies qui font reculer les démocraties là, qui choisissent des candidats, je sais pas, à coup de corruption. Non, je parle d'organisations citoyennes responsables qui sont capables d'aller chercher des leaderships gagnants, capables de dénoncer les systèmes corrompus, capables de faire face aux putschistes. C'est de ces organisations citoyennes et de ces peuples-là que nous avons besoin en Afrique. Je pense que nous pouvons y arriver si les uns et les autres font attention à ce qui se passe autour d'eux, et je crois que on sera bien parti. Là où nous devons faire la preuve que nos démocraties permettent d'aller vers le développement, ça doit inspirer les uns et les autres. Pour le moment, parfois il y a des démocraties qui marchent, mais qui ne vont pas avec le développement. Voilà. Mais il y a des exemples qui marchent bien. Le Ghana en est un exemple. Le Burkina est peut-être sur la voie, mais on est loin encore du modèle ghanéen. Mais ce n'est pas impossible pour nous. Et donc ce thème-là du parent était bien vu, pourvu que ça inspire d'autres partis politiques aussi, et que ça nous oblige à la réflexion permanente sur la promotion de la démocratie et le refus des coups d'État. Voilà. Promouvoir donc la démocratie, refuser les coups d'État, promouvoir la démocratie qui assure le développement. Tout à fait. Merci à vous, Soumaïla Rabo, pour l'émission de cette semaine. Merci à toutes et à tous. C'est tout donc pour cette partie édito. Tout de suite, ça fait débat. Ça fait débat aborde aujourd'hui la problématique de la criminalité dans les grands centres urbains du Burkina Faso. Le dernier incident criminel qui marque encore les esprits à Ouagadougou, c'est le meurtre de l'étudiante Ina Drabo le 26 septembre dans le quartier Rimkieta, arrondissement 8, lors du vol de sa moto. Pourquoi ce phénomène perdure et comment y faire face? Trois invités sur ce plateau pour en parler. D'abord Thibaut Nana, il est ancien conseiller municipal. Idrissa Dera, membre du groupe Koglugo, et enfin Nathanaël Bama, il est membre du comité d'organisation de la marche du 3 octobre dernier, une marche en la mémoire de Ina Drabo, tuée lors du vol de sa moto, comme je l'ai dit. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous aussi. Alors, Nathanaël Bama, pour commencer, vous êtes de Rimkieta, un quartier qui est réputé criminogène. Décrivez-nous un peu la situation là-bas. Bon, je peux dire qu'à Rimkieta actuellement, il y a un peu un pied à l'état de psychose. Parce que bon, ce n'est plus comme avant, surtout avec le dernier événement qui a fait beaucoup de bruit. Donc il y a là de personnes qui sont à l'extérieur. Maintenant on peut dire qu'on vit enfermé à moitié en fait. Parce qu'à une certaine, à partir de 19h, bon, 19h30, dans les quartiers, dans les 6 mètres, il y a là de personnes à l'extérieur en fait. Mais sur la voie principale en tout cas, bon, comme elle est éclairée jusqu'au rail, bon, là il y a le trafic toujours qui s'y effectue. Mais à l'intérieur même, c'est pas vraiment possible de voir des gens à l'extérieur comme ça. Donc on peut dire que les gens vivent dans un état de peur en fait.
cas de la chicose, comme vous le dites, du côté de Rinkieta. Thibaut Nana, vous êtes ancien conseiller municipal, donc un leader dans votre quartier. Vous observez un peu comment les choses se passent. Parlez-nous un peu de la situation dans votre quartier. Est-ce que c'est la même situation? Moi, je puis vous dire que ce phénomène, c'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis la nuit des temps, à chaque jour qui passe, et on enregistrait ce genre de cas dans les quartiers, plus précisément dans mon quartier, Samandin, et ici c'est à côté du théâtre populaire, la zone la plus dangereuse. Alors, Dieu faisant bien les choses, j'ai eu le courage, et vous pouvez peut-être mener des enquêtes. Et à chaque nuit, moi je sors avec mes armes, et la police aussi peut vous témoigner de ce que je fais dans mon quartier. Aujourd'hui, si vous voulez le moindre délinquant, vous n'allez plus trouver dans mon quartier. Donc c'est un peu stable. Je ne peux pas dire que j'ai totalement nettoyé, mais en tout cas, il y a de l'amélioration. On n'enregistre plus de cas de criminologie dans mon quartier comme ça. Voilà, ça va. Alors, vous êtes, M. Dera, membre d'un groupe Koglogo, les Koglogo qui ont laissé contribuer un peu à la sécurisation des personnes et des biens, en tout cas de façon supplétive, à côté de ce que font les forces de défense et de sécurité de façon classique. Comment un peu vous décrivez la situation, la criminalité à Ouagadougou par exemple? Bon, à Ouagadougou, au niveau de la criminalité, on voit qu'aujourd'hui, par exemple dans les quartiers, il y a des zones non éclairées, il y a des voies là où il n'y a pas aussi de la sécurité aussi pour aider la population. La population aussi ne fait pas l'effort de s'aider eux-mêmes. Je prends un exemple. Et ça, si ce sont les actes, peut-être ce que vous faites, vous voulez parler de cela, mais déjà comment est la situation? Est-ce que des gens viennent chez vous pour dénoncer par exemple qu'il y a des actes criminels? Et par exemple, à Rinkieta, dans 3 mois, je peux avoir plus de 10 à 20 déclarations pour Rinkieta. Voilà tout. On a volé des motos, on m'a agressé sur la route. On est venu jusqu'au chez moi quand je dormais. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé la porte vide. Et puis les matériels ne sont pas là. Bon, c'est des cas où je prends des déclarations à chaque fois pour Rinkieta. Bon, pour Ouagadougou, même dans Grand Ouaga là, c'est pas facile. Toujours, il y a ces genres de cas. Et puis c'est pas facile aussi. Parlez-nous maintenant de ce que vous faites quand vous recevez les déclarations, les dénonciations. Qu'est-ce que vous faites? Quand nous prenons la déclaration, par exemple dans la province du Kadiogo, dans chaque secteur, dans chaque commune, nous avons des éléments là-bas. Et quand on prend une déclaration comme ça, on partage avec eux et ensemble nous menons l'enquête pour voir comment trouver une solution pour la personne. Bon, on ne peut pas trouver tout, mais quand même, on peut atteindre les 80%. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle solution, quel type de solution vous trouvez? La solution, c'est la communication ensemble. Par exemple, si on se communique, et puis vous savez pourquoi c'est devenu comme ça aujourd'hui, et un tel fait un problème, toi-même tu sais que c'est lui qui a fait, mais vous ne voulez pas collaborer. Tu peux partir dire à la sécurité, non j'ai vu ça. Quand on l'arrête, il faut amener des preuves. Mais avec nous, si tu dis un tel a fait ça, nous on ne dit pas que toi tu as dit que un tel a fait ça. Nous-mêmes on fait nos propres enquêtes sur ça pour avoir preuve dans ça, pour t'appeler maintenant, écouter et voir comment nous allons gérer ce problème ensemble. Alors, vous aurez l'occasion de parler de comment vous gérez ces problèmes. Nana Thibaut, vous dites avoir pu finir avec la criminalité dans votre quartier, donc les quartiers Samandin. C'est vrai que vous avez dit tantôt que vous sortez la nuit avec vos armes, mais allez-y en profondeur. Comment est-ce que vous avez procédé concrètement pour en finir avec la criminalité à Samandin? Bon, c'est comme le frère venait de le dire, c'est la communication. Et le problème dans notre pays, c'est quoi? Les gens sont peureux. Et
même au niveau de la sécurité nationale, bon, on a toujours demandé à ce qu'il y ait une franche collaboration entre la population et la police ou la gendarmerie. Bon, mais vous savez, le Burkinabé, il est comme ce que vous le voyez. Et ils ont toujours eu peur. Donc moi, de mon côté, bon, je peux remercier beaucoup Dieu, je suis tout seul. Et souvent, je pars et je fouille le jardin, là où c'est une zone très dangereuse. Et je récupère des engins, même qu'on a enlevé au niveau même du marché du théâtre populaire. Et les commerçants peuvent témoigner. Et j'amène la moto chez moi le matin, vous venez, et je vous le mets avec vos pièces à conviction pour la moto, et moi je vous le mets. Et pareil aussi, souvent je récupère des engins volés, nuitamment, dans des domiciles, et moi j'intercepte la personne, je dis où tu vas à cette heure-ci là, à des heures tardives. Et l'engin appartient à qui? Déjà, vu ma position, et la personne est obligée de fuir et laisser la moto. Et même à l'heure où je vous parle, si vous venez chez moi, j'ai au moins 3 à 4 motos chez moi que j'ai même envoyé les cartes grises à votre niveau pour les communiquer. Et récemment, j'ai pris les motos à 3 roues là, communément appelées les tricycles, avec plein de bagages, c'est-à-dire des meubles de maison. Et j'ai fait appel au courleur de mon quartier qui est venu récupérer. Donc c'est pour vous dire que si dans chaque quartier les gens s'organisaient, bon, on peut mettre fin à cela. Si réellement les gens n'avaient pas cette peur-là et que nous allons accompagner les forces de l'ordre, vous savez, ce n'est pas la police ou la gendarmerie seule qui peut faire la paix dans notre pays. Il faut la contribution de tous les Burkinabés. Et donc, voilà brièvement ce que je peux dire. Sinon que dans mon quartier, en tout cas, je veille nuit et jour. Et surtout la nuit. C'est à partir de 6 heures moins du matin que je commence à rentrer chez moi pour dormir. Et les délinquants savent, j'en ai pris. Et quand je prends un délinquant dans mon quartier, les gens viennent pour l'abattre. Je dis non. Moi, je ne suis pas là pour ça. Laissez mon voleur et moi. Souvent, la police même vient, je dis de partir et le laisser avec moi. Et qu'est-ce que vous en faites? Bon, moi, il y a un caniveau dans mon quartier. Je lui braque mon fusil, j'ai dit, tu as vu le caniveau là, il faut déboucher puis partir. Parce que tu n'as pas affaire que tu voles. Il rentre, il évacue les pneus, les cartons, tout ce qui est comme ordure dans le caniveau, il les vide pendant près de 3 heures. Quel est le type de collaboration que vous avez avec les forces de sécurité classiques? Bon, de toutes les façons, quand je mets la main sur un délinquant comme ça, la première des choses, si je vois que des gens veulent lâcher, veulent le terminer, j'appelle la police. Et la police souvent vient récupérer la personne et on me dit de poursuivre. Je vais et je dis exactement ce qui s'est passé. Et quand il finit de vider les caniveaux, vous le laissez partir? Quand il finit de vider, je lui donne ma magie, je le fais rentrer chez moi, se doucher et je lui pour lui dire des conseils. Je dis, tu as vu combien de gens étaient autour de toi pour te tuer. Donc il faut que tu cesses et tu cherches un travail. Si vous ne le livrez pas à la police? Je ne le livre pas à la police. Et souvent il y a des gens qui viennent, peut-être 1 an, 2 mois ou quelques jours, pour me remercier, pour dire Coran, vraiment vous m'avez sauvé. Mais je fais la mécanique où j'aide un maçon à travailler quelque part. Vous m'avez sauvé et c'est ça que j'ai pu faire dans mon quartier et à la paix, un peu la paix. Est-ce que la police est au courant de ce que vous faites? Non, la police est au courant dans la mesure même, c'est maintenant que je n'interviens plus vu mon âge. Sinon, à la police nationale, il y a tout un registre. Quand vous partez, on va dire, ah Nana, tu vas encore là avec un délinquant. Non, c'est comme ça. Donc il y a une franche collaboration entre la police, surtout le BAC. Voilà. Alors, M. Bama, vous dites que c'est très compliqué actuellement à Rimkieta. Les gens sont obligés de se terrer ces jeux à une certaine heure de la soirée. Qu'est-ce que vous comptez faire? On vous avait organisé cette marche le 3
octobre dernier pour dénoncer le meurtre de Ina Drabo. Après cela, qu'est-ce que vous comptez faire dans les quartiers? Bon, la marche c'est déjà d'abord pour faire parvenir nos doléances dans l'ensemble du territoire et aussi peut-être à l'extérieur, par aux autorités. Maintenant, actuellement, il y a des initiatives qui sont, je vais dire, en projet. On prévoit plusieurs initiatives. Maintenant, je pense qu'il y a déjà des initiatives concernant l'éclairage de la partie sombre. Je pense qu'ils avaient déjà commencé à parler avec la société d'électricité pour pouvoir obtenir les panneaux solaires qui éclairent les voies tout le long. Qui fait ça? Bon, c'était le comité d'organisation. Je pense qu'on voulait voir certaines personnes dans le quartier pour qu'ils puissent nous aider. En plus de ça aussi, je pense qu'il y avait une sensibilisation de la population. Parce que comme le papa l'a dit, les gens sont peureux. Les gens sont peureux et ça bloque les gens en fait. Parce que, par exemple, au niveau du comité d'organisation, il y a eu une petite histoire. Un papa qui nous a dit que les gens ne sont pas solidaires en fait. Lui, il a quitté 1 kilomètre environ pour venir sauver un de ses amis qui était dans notre quartier. Parce qu'il criait, personne ne sortait. Ouais. Donc en fait, les gens ne sont pas solidaires. Soit ils ont peur, ou bien je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de solidarité. Et puis, devant les portes des gens aussi, il n'y a pas d'éclairage, par exemple. Alors je me dis que le minimum peut-être avoir l'électricité chez soi. On peut quand même installer peut-être des petites lampes solaires pour éclairer. Maintenant, ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, je pense qu'on veut initier ça. Faire une petite cotisation, par exemple, mensuelle ou trimestrielle, je ne sais pas, pour pouvoir acheter ça et mettre devant la porte de tout le monde. Je pense que ça va largement aider les gens. Et aussi, il y a beaucoup d'organisations dans notre quartier, des organisations de jeunes et tout. Je pense que si ces organisations-là se mettaient ensemble et qu'on travaillait ensemble, on pourrait faire des choses. Parce que la plupart du temps, il y a des organisations qui ne sont pas connues. Ils sont dans l'ombre, en fait. Il y a d'autres aussi qui travaillent avec d'autres organisations. Si on se mettait tous ensemble, on pourrait faire de meilleurs résultats, en fait. Donc je me dis que pour l'instant, en tout cas, c'est au stade de projet. Et on cherche toujours, parce qu'il faut qu'on parte voir les chefs coutumiers et tout de la zone pour pouvoir parler de ça, principalement. Et quelles ont été les doléances que vous avez formulées à l'endroit de l'autorité? À l'endroit de l'autorité, il y a eu plusieurs doléances. Je pense que la principale et la plus primordiale, c'était l'ouverture du poste de police. Parce que le poste de police, il n'est pas tellement loin. Il n'est pas éclairé, il n'est pas dans la zone éclairée d'abord, ça c'est un. Et il n'est pas ouvert. Pourtant, il est clôturé et tout. Donc, je pense que ça a été la première doléance. Ensuite aussi, il y avait l'éclairage. Il y a un poste déjà construit, mais qui n'est pas fonctionnel. Je ne vais pas dire que c'est un poste déjà construit. Parce qu'il y a juste la clôture et il y a la pancarte qui montre que c'est un poste de police à prévoir. Mais ce n'est pas fonctionnel. Mais ce n'est pas encore fonctionnel. Donc, l'ouverture officielle n'est pas encore. Maintenant, à part l'ouverture officielle du poste de police, il y avait les éclairages aussi qu'on voulait. Parce que on leur avait demandé ça. Mais je ne sais pas où ça en est actuellement. Parce que l'éclairage c'est très important. Dans la mesure où ça permet au fait d'éviter certaines catastrophes. Et aussi la zone, puisqu'il y a un manque de voies. Les voies ça manque en fait. Donc ça fait que les gens passent dans des zones qui ne sont pas adaptées en fait, des ruelles. Et puis surtout, souvent il y a des arbustes et tout. Donc ça fait que les gens peuvent s'y cacher et commettre des attaques et tout. Donc ça fait que les gens n'ont pas le choix en fait. Ils sont obligés de prendre ces voies. Et puis surtout avec la période pluvieuse, les voies sont carrément hors d'état en fait. Donc ça fait que les gens même cherchent des endroits où on ne peut pas passer en fait, pour passer. Et c'est ça, ils créent des problèmes en fait. Je ne vais pas les accuser parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Donc je pense qu'il y a des initiatives aussi pour réaménager les voies, pour permettre aux gens de pouvoir passer. Et aussi, comme ce que je l'ai dit là. C'est broussailles dont vous parlez, c'est situé dans des parcelles qui ne sont pas encore mises en valeur ou quoi? Il y a des broussailles qui sont, comme ce que vous l'avez dit, il y a des parcelles, puisque la zone est encore en construction. Donc il y a des parcelles vraiment vides, non mises en valeur. Mais il y a des zones aussi, où c'est juste, on peut dire une petite forêt, aménagée pour le cas. Mais ça permet aux gens aussi de s'y cacher en fait. Donc beaucoup de raisons en tout cas qui facilitent la tâche aux voleurs. Déjà la zone n'est pas éclairée, il y a de la broussaille comme vous le dites. Et il a aussi parlé de ce manque de solidarité ou la peur qui fait que même quand vous criez au secours, personne ne vient. Monsieur Dera? Oui, monsieur, avec moi, quand on parle de l'éclairage et les parcelles non mises en valeur, tout ça c'est bien, ça joue aussi, mais moi je vois que c'est pas ça la solution. C'est la solidarité, la solution, c'est la communication qui est la solution. C'est
le fait même que les jeunes comprennent que c'est eux qui doivent construire l'avenir, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Par exemple, quand on parle qu'il y a un commissariat ou un poste de police, bien vrai, même si la police vient, le nombre, l'effectif qu'on va affecter là-bas, ça ne suffit pas pour couvrir la zone. Ouais. Il faut que nous-mêmes nous construisions l'information, passons l'information à toute personne seulement qui voit quelque chose, qui n'a qu'à passer l'information rapidement pour qu'on puisse intervenir. Par exemple, si vous prenez Limketa, si vous quittez à Zongo pour partir de Limketa, regardez l'espace qui est là-bas. Là. Si quelqu'un te braque là-bas, on demande à la police même de venir. Déjà, la police même va te demander, il tient quel genre d'arme. Bon, toi aussi tu ne peux pas approcher le voleur, regarder son arme d'abord et voir si même il y a des munitions là-bas ou bien il n'y en a pas avant de dire qu'il tient ça. Toi aussi tu vas te cacher pour appeler. Mais si la population, les jeunes, se comprennent, par exemple, si je prends un exemple, 100 personnes qui sont dans un quartier et 5 personnes les effraient pour qu'ils n'arrivent même pas à dormir. Les 80 bandits ne sont pas forcément. Ils ne sont pas beaucoup. Dans toute l'Inketa, peut-être que nous ne savons même pas les vingtaines. Il y a combien de population à l'Inketa? Des milliers de personnes. Pourquoi les 20 personnes peuvent chercher des milliers de personnes et vous n'arrivez même pas à dormir? C'est qu'ils n'ont pas cherché la solution. Et la solution que vous les proposez? La solution que moi je les propose, faire appel à toutes les jeunes, voir les chefs du village et puis leur dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on crée un groupe nous-mêmes qui va essayer de l'aider la population et puis aider la sécurité à bien assurer la zone. Par exemple, si on dit c'est 100 personnes qui se sont entendues, ils sont là sur place, au moins chaque nuit, il y a 20 personnes qui sont assises là où ils se rencontrent et les autres là sont à la maison. Et on enlève au moins 20 personnes qui tournent avec des motos, ils font des patrouilles seulement, ils tournent, ils se croisent. Quand que tu vois quelque chose, toi tu sais que tu es sur la moto, tu appelles là où les 20 personnes là sont assises là. Ah, moi j'ai vu une telle chose de tel côté, et moi je suis à côté à combien de mètres, quand vous sortez comme ça, si on enlève 10 personnes même si la personne tient un arme, si tu vois, si un braqueur braque la route comme ça, il voit que non, il y a un certain nombre même qui vient, déjà même s'il est armé, il a peur. Vous voyez, non? Il va essayer de faire quoi? Il va fuir et puis laisser la personne, ou bien il ne va pas arrêter. Ouais. Vous aussi, bon, quand vous êtes beaucoup, il ne peut pas fuir aussi. Il a eu peur déjà, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez appeler la police, la gendarmerie partout, et puis on va venir le prendre. Donc dans ça, il n'y a même pas de problème. Mais les gens ne veulent pas... Il a parlé du fait qu'il y a des parties où c'est de la brousse, comme il est dit, il n'y a pas de voie bien dégagée, il n'y a pas également d'éclairage. Est-ce que cela ne complique pas la situation? Cela ne complique pas la situation. Par exemple, je vais prendre un exemple, vous allez voir. C'est à Ouaga qu'on dit qu'il y a des voies qui n'est pas éclairées, il y a des brousses. Par exemple, si vous quittez ici, vous allez partir dans la commune de Tangen-de-Souli. C'est une brousse. Quand vous dépassez Zaktouli pour aller à Tangen-de-Souli, c'est une brousse. Pourquoi il n'y a pas de braquage là-bas? Vous opérez également dans ces zones? Oui, pourquoi il n'y a pas de braquage au centre-ville même de Tangen-de-Souli? Par exemple, nous, ce que nous connaissons aujourd'hui, quand on rentre pour dormir, on peut garder la moto dehors, car c'est même pas dans la cour, dehors et puis l'entrée dormir. À Tangen-de-Souli? Oui, on a des animaux. Avant, tu mettais des scènes et puis toi, tu es là-bas à côté de ton fusil et puis toi, tu regardes le bœuf ou bien ton âne. Mais malgré tout ça, on va l'enlever et puis partir. Mais aujourd'hui, personne. Quand vous prenez, si c'est lui qui veut, il prend la route de Tangen-de-Souli. Alors, par exemple, si c'est la nuit, tu prends. Si tu ne fais pas attention, c'est avec les animaux domestiques là, que tu vas courir et puis tomber. Et puis, bon, vous voyez, non. C'est la solidarité, c'est la communication qu'on a eue ensemble qui a pu amener tout ça. Voilà. Si vous regardez la commune de Tangen-de-Souli, là où dans la commune de Kadiogo, le plus là où on trouvait des vols, si vous demandez à la gendarmerie ou au commissariat, les déclarations qu'on faisait de plus,
c'est le Tanguy de Souri. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, à Samandin également, ce n'est plus le cas. Et il a parlé de Tanguy d'Assouri, vous avez parlé de Samandin. Samandin qui est un quartier qui est situé un peu... La liste oui, des zones criminogènes, c'est vrai, mais qui est situé dans la zone centrale un peu de Ouagadougou. Rimkieta, c'est une zone périphérique. Et il y a d'autres quartiers périphériques, comme Nagrin également, qui sont criminogènes. Est-ce que les situations ne sont pas quand même différentes? Est-ce que ce n'est pas plus difficile, par exemple, à Rimkieta et à Nagrin par exemple, qu'à Samandin qui est une zone centrique et peut-être où la plupart des voies sont éclairées, il n'y a pas de brousse comme il est dit à Rimkieta. Bon, vous savez que c'est vrai que Rimkieta, comment dirais-je, Nagrin et autres là, c'est des zones nouvellement loties. Et c'est comme l'a dit mon fiston, il y a des maisons inachevées, des parcelles non mises en valeur, des espaces vastes, vides, et c'est ça qui crée justement ce genre de situation. Qu'il faut-il faire donc face à ces cas précis-là? Bon, je dirais que il faut une bonne organisation comme ceux de Tanguy d'Assouri. Et nous avons parlé de la peur même de la population, et moi je les comprends. Même nos forces de l'ordre qui sont là, voilà le frère qui dit que souvent on appelle et la police ou la gendarmerie demande mais est-ce que c'est quelle arme il possède? Bon, donc c'est pas le citoyen lambda qui peut sortir bras ballants comme ça pour cerner un délinquant qui est armé. Ouais. Je pense qu'il faut même que la police, la gendarmerie, en un mot les forces de sécurité s'imprègnent dans cette situation-là. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éléments même pour le Sahel. N'en parlons pas, le centre-ville ou dans les communes ou dans les arrondissements et dans les communes. Les efforts sont plus déployés dans la lutte antiterroriste. Mais moi, je condamne. Il faut que les citoyens d'autre part, prennent en charge sa propre sécurité. D'autre part, dans la journée, tu vas voir aux côtés des feux tricolores 5 policiers avec des calaches ou des MAS 36, rien que pour vérifier des pièces des motos ou ceux qui vont brûler le feu tricolore. Mais pourquoi ne pas faire cette sécurité-là nuitamment dans les zones dangereuses? Et moi je ne comprends pas. Bon, chaque fois on dit que les militaires au Sahel, c'est parce qu'il n'y a pas assez de militaires. Dans la journée, tu vas voir, dans chaque carrefour, plus de 10 policiers, rien que pour contrôler les feux tricolores. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les quartiers, la nuit, les gens ne peuvent pas circuler librement. C'est très dangereux. Bon, moi, je trouve qu'il faut qu'on se dise la vérité. Et les citoyens lambda, il peut en fait se défendre. Mais comment si tu n'as pas de quoi te défendre? N'est-ce pas? Et moi, je voudrais souhaiter que l'État même s'organise. Vous savez, ils ont mis en place ce qu'on appelle la police de proximité. Mais quand vous allez trop fouiller, ce qui se passe dans ce milieu-là, c'est de nominations politiques. C'est de nominations politiques. Parce que normalement... Quand vous, par exemple, vous n'êtes pas dedans? Non, on ne m'a même pas fait cas de ça. Alors que eux-mêmes savent ce que je suis en train de faire dans mon quartier. Mais ici au Burkina, tout ça c'est de la politique. Normalement, quand on parle de la police de proximité, c'est dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les communes. On sait qui est qui peut et qui peut faire quoi. Et on dit, voilà, c'est un tel que nous allons envoyer chez vous pour notre sécurité. La police de proximité plus précisément. Mais vous allez entendre les radios, alors que dans tel quartier, c'est Alain quoi, ou bien c'est monsieur quoi, qui fait partie de la police de proximité. Alors que on ne le voit même pas. Même dans les baptêmes, on ne voit même pas ce monsieur. C'est très dangereux. Donc moi, j'aurais souhaité que l'État réfléchisse un temps soit peu et donner quitus à nous autres qui sommes dans les secteurs, afin qu'on se mobilise, qu'on s'organise et trouver des vrais hommes pour sécuriser nos secteurs, nos communes et nos arrondissements. Voilà. Monsieur Bama, il a parlé du fait que dans la journée, on trouve des policiers par dizaines, pour reprendre son chiffre, au niveau des feux tricolores, mais quand vient la nuit, ils ne sont plus là.
Vous demandez aujourd'hui un centre, un service de sécurité. C'est pour que ces forces de sécurité qui viendront fassent quoi concrètement? Qu'est-ce que vous attendez de ces forces de sécurité qui vont venir, Karim Keita? Moi je pense que déjà on attend déjà d'être là, parce que déjà leur présence ça dissuade. Le fait que quelqu'un sache qu'il y a un poste de police dans une zone où on peut être alerté facilement et venir le prendre, bon, ça va dissuader la personne. Ensuite aussi il y a les patrouilles. Comme le papa l'a dit là, par exemple, bon, jusqu'à une certaine période, il y avait des patrouilles qui passaient souvent la nuit dans notre zone. Mais de nos jours là, on les voit passer le matin peut-être vers midi, 13h, ils passent. Mais la nuit, bon, peut-être c'est parce que maintenant on est chaque fois à l'intérieur, mais je ne remarque pas de patrouille. Nuitamment en tout cas, il y en a rarement qui passent. Donc je me dis que la présence de voilà, ça va permettre en fait de mieux organiser ça. Même s'il n'y a pas de patrouille fréquente par exemple, leur juste présence c'est très important. Donc je me dis que voilà, de ce point là ça peut aider franchement. En attendant, les Congolais sont présents notamment dans les quartiers, non? Oui, dans les quartiers, aussi il y a des Congolais. Mais bon, vous comprenez, à Ouaga ici c'est un peu difficile. Chacun veut faire, mais il y a toujours la peur. La peur, pourquoi? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Par exemple, si Corlura est un voleur, c'est-à-dire pourquoi il n'y a plus de voleurs comme ça? Si Corlura est un voleur aujourd'hui, on dit dans le quartier là où tu es là, qui aussi est voleur comme toi? Tu vas dire non, Mamadi, Mamoudou, Saïwa, on les arrête tous. Chacun d'eux aussi vont venir dire non, un tel. Vous démantelez les réseaux. Voilà, tous les réseaux du quartier, on a ça en main, on les arrête tous. Quand on finit maintenant, on les donne à la gendarmerie ou bien au commissariat pour qu'on fasse ce que la loi demande. Mais pour que quelqu'un dise la vérité, des fois, il faut toucher la personne. Il y a des gens qui sont durs. Donc, il faut les toucher un peu pour qu'il va avouer quelque chose. Et c'est pourquoi si vous les laissez, voilà, c'est pour ça on doit le toucher un peu, voilà, pour qu'il dise ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'il vous appartient de le faire? Il appartient peut-être même à la police, ça ne se fait pas. On ne peut pas toucher la personne comme vous le dites pour qu'elle dise la vérité. C'est pas normal du point de vue de la loi. Oui, nous on comprend ça. Oui. Le fait même de faire, le fait même de créer Kokolo même, demander pourquoi on a créé Kokolo. Oui. Ça veut dire, quand tu dors pas, et puis tu n'as pas de solution, alors que tu veux dormir, tu vas faire comment? Il faut chercher une solution. On ne fait pas Kokolo parce qu'on aime Kokolo. On fait pas ça pour de l'argent. Par exemple, moi je vais vous dire quelque chose. À Tanguy de Chouli, quand tu dis que tu es Kokolo et puis tu es dans notre groupe, je vous jure que tu peux taper un mois sans avoir, moi-même en tant que secrétaire, je ne peux même pas avoir 25 francs dans sac pour dire que non, c'est les 25 là qu'on m'a donné. En plus, ce que je dépense au niveau de Korolego, ça dépasse même ce que je gagne. Oui. Déjà, si tu n'as pas de travail, c'est du volontariat. Déjà, même si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas être Korolego. Parce que quand tu rentres, 2 jours, 3 jours, c'est toi qui seras sur la scène. Ouais. Voilà. Donc, ce que moi, je peux dire, et au niveau de la sécurité, il faut essayer, le gouvernement même n'a qu'à... Par exemple, quand on dit, le gouvernement sort, on dit que non, et dans toute cardio, on ne veut plus voir de bol. Mais on autorise les Korolero, on donne des mesures. Il faut faire ça, arrêter à un certain niveau, et puis faire le travail pour qu'on n'y trouve plus des voleurs. Moi, je vous donne au moins 1 mois à Ouagadougou. Les gens vont dormir tranquilles comme ils veulent. Ils ne vont même pas avoir dit que non, il y a des voleurs, quoi. Personne. On travaille, mais on a peur de la justice. On a peur de la FEDES. Ça veut dire, aujourd'hui, si pour le faire quelque chose qui est bien, on ne dit pas ça. Mais quand tu fais un peu du mal seulement, voilà. Premièrement, on avait dit que pour lui allait être ceci, cela. Bon, souvent c'est comme ça. Alors que non, on est là seulement pour aider la population, pour aider même la sécurité même. Par exemple, à Tanguy de Chouli, quand tu es policier là-bas, si ce n'est pas les papiers, tu dors comme tu veux. Quand tu es gendarme, tu te reposes comme tu veux.
Bon, c'est à cause de la collaboration seulement qu'on a pu avoir tout ça. Voilà. Alors, Nana Thibault, M. Bama a parlé d'un certain nombre d'initiatives que les jeunes veulent mettre en œuvre du côté de Rim Keita, à savoir par exemple que devant chaque cour, au niveau de chaque portail, on ait de l'éclairage. Est-ce que ça ne peut pas être un commencement des solutions face à l'insécurité? Parce que, comme on le dit, quand il y a de la lumière, le voleur normalement a peur. Bon, c'est une bonne solution, mais dites-moi. Parce qu'il y a ce que j'oublie de dire, il y a des cours ou bien des portes où il y a de l'éclairage, mais les gens même les éteignent avant de dormir. Ce n'est pas des bons réflexes. Et moi, j'ai pu vous dire que souvent même il y a des délinquants qui cassent des ampoules. Ils se mettent de l'eau avec lance-pierre, ils cassent l'ampoule pour pouvoir faire le travail. Bon, moi je trouve que le vrai problème qui est là, c'est parce que de nos jours, les bandits se promènent avec des armes de feu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la sécurité doit faire? Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Nuitamment, au lieu de contrôler ou du moins de demander à les gens à ce qu'ils ne brûlent pas les feux tricolores ou les feux orange là, ils n'ont qu'à procéder chaque nuit à des fouilles. C'est-à-dire des gens qui passent avec des motos, vous êtes au feu tricolore, vous les arrêtez, vous soulevez les selles, vous les fouillez pour voir. Il n'y a pas de gens armés qui circulent la nuit. Mais je vous dis qu'il y en a plein, même dans les maquis. Tu vas voir des jeunes assis, au moins 3, 4, 5 personnes qui ont des armes. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Est-ce qu'ils ont des permis de port d'armes? Et à quelle fin? Est-ce qu'après leur consommation de bière, d'alcool ou de drogue là, est-ce qu'ils ne vont pas mener des opérations? Mais moi je trouve qu'il faut ça avec les forces de sécurité et nous autres nous allons les appuyer dans nos quartiers. Il faut que dans chaque quartier, qu'on banalise la politique et ensemble nous-mêmes nous pouvons organiser des jeunes juste pour sécuriser nos quartiers ou nos arrondissements. Alors, en appui avec la police ou la gendarmerie. Oui. Parlant des initiatives du côté de l'État, on a vu cette annonce qui a été faite concernant le déploiement de 220 caméras de vidéosurveillance à Ouagadougou et 80 à Bobo-Dioulasso par exemple. C'est dans le cadre du projet Smart Burkina. Est-ce que ces initiatives peuvent aider? Il y a aussi le déploiement de ces véhicules de police secours. On a vu ces petites voitures qui ont été données à la gendarmerie et à la police par exemple. Quand vous parlez de caméras, on se connaît tous au Burkina. Les caméras sont fixées là où c'est Ouara 2000, là où les ministres dorment, les grands patrons du pays. Sinon, dans les zones périphériques, vous n'allez pas trouver qui va venir mettre une caméra de sécurité. Et ça va avec l'éclairage aussi. Donc, dire qu'on a installé des caméras de sécurité, non, c'est pour la sécurité des riches. C'est pour la sécurité de ceux qui nous gouvernent. Sinon, le citoyen lambda là, vraiment, il a été laissé pour compte. Donc, pour moi, il faut que dans les quartiers, les jeunes s'organisent. Il y a aussi la police secours dans un palais. Oui, la police secours. Est-ce que pour vous qui faites des patrouilles la nuit, vous voyez ces voitures circuler la nuit? Dans mon quartier, souvent, je vois la police secours qui passe, qui repasse, qui fait le tour. Mais ça peut faire pratiquement comme le fiston l'a dit, quelques jours, quelques mois, quelques années même, sans qu'ils ne mettent pied encore. Quelques années. Voilà, quelques années. Bon. Donc c'est difficile. La police secours n'arrive pas à Rim Keita. Donc si, il y en a qui passent de temps en temps. Il y a des voitures qu'on remarque en tout cas. Est-ce que dans vos patrouilles nocturnes, vous croisez souvent ces voitures de police? Non, patrouille de souris, il n'y a pas ça. Souvent à Ouaga, comme on vient à Ouaga souvent, celles-là, on les rencontre. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous parlez des patrouilles, que la police doit faire une patrouille, la patrouille n'a jamais arrêté un délinquant. Vous savez pourquoi je dis ça? Si un délinquant veut arrêter, au moins au carrefour de Savane pour arrêter quelqu'un, quand vous partez en arrêt, il y a un qui est là-bas.
quand vous partez après le feu, il y a un qui est là-bas. Et le police secours quitte Ouaga, ils viennent, il appelle, faut quitter à la police secours qui vient. Non, ça c'est vrai, ils travaillent en réseau. C'est là, moi je vous dis, c'est les jeunes seulement. Par exemple, la sécurité, par exemple, on appelle la police, la gendarmerie, ce sont nos frères, nos enfants, nos papas, tout. Ça dit, moi je connais, par exemple, si vous êtes policier, moi je vous connais, vous êtes dans notre quartier, je sors pour faire une braquage, vous allez intervenir comment? Déjà, vous savez que c'est moi le voleur. Ou bien. Bon, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, vous ne pouvez pas me dénoncer. Mais chez nous, Korloro, il n'y a pas ça. Un tel est voleur, on l'appelle, on dit à partir d'aujourd'hui, on sait que tu voles, on ne veut pas savoir ce que tu as déjà volé, mais arrête. À partir d'aujourd'hui, dans la commune de Tanguin de Souri, forcément dans ton quartier, si on attend qu'il y ait une vol, on va t'appeler pour demander qui a volé. Donc déjà, en même temps, tu vas ici. Est-ce qu'il y a des Korloro à Rimketa? Des Korloro à Rimketa, bon, je n'ai pas vent de ça vraiment. Souvent, bon, peut-être il y en a qui passent à moto, mais je ne sais pas s'il y a une base là-bas, enfin, je ne sais pas. On n'a pas de collègues là-bas. On n'a pas de Korloro à Rimketa. Non, c'est à Zango, et puis à Yagma, et puis vers Pazani, ensuite de suite maintenant. D'accord. Mais les jeunes là où il y a Korloro, même si vous regardez, le vol diminue. Par exemple, Nagrin. Par exemple, dans l'année là, si vous allez entrer les braquages qui sont faits à Nagrin, les motos qui sont volées à Nagrin, on pouvait avoir les 99%. Mais à nos jours d'aujourd'hui, ça fait, mais ça vaut même pas les 20% encore. C'est parce qu'il y a Korloro là-bas. Ça contribue à diminuer les phénomènes. Vous avez envie d'ajouter quelque chose, Nana Thibault? Moi, je voudrais peut-être ajouter quelque chose en disant qu'il faut que la population même apporte leur solidarité au Korloro. Et ensemble, ils vont organiser des patrouilles. Et la population aussi doit contribuer. Au lieu de prendre l'argent pour aller boire la bière ou manger le porc au four, si chacun mettait la main dans la poche pour l'organisation même contre la sécurité dans leur quartier, chaque Korloro doit avoir un budget. Et ensemble avec des jeunes du quartier, il y aurait des patrouilles comme sous le CNR, la Révolution. Nous autres sous le CNR, on faisait des patrouilles dans notre quartier. Et on prenait les délinquants. Moi par contre, quand je sortais avec mes éléments, le matin les gens viennent et trouvent des voleurs qu'on a attachés. Et la population est là, on appelle la police qui vient les chercher. Donc, il faut ça, il faut que la population même s'engage à aider les Korloro et les forces de l'ordre. Et maintenant, au niveau de cette organisation, il faut chercher des gens propres. Il faut cibler des gens. Et même s'il y a possibilité, chacun peut se tailler une arme avec l'appui même de l'autorité. Bon, aujourd'hui, c'est le Sahel, on attaque. Si les djihadistes gagnent l'occasion pour venir à Rimketa ou bien à commencer à taper Tanguin de Souri, et vous allez demander la jeunesse de sortir les contrecarrés, bras ballants, c'est dangereux. Donc, j'aurais souhaité que s'il y a possibilité, que l'État essaie de voir avec la population des arrondissements, des communes et autres là. Ils vont choisir des bons éléments, des hommes de bons esprits, qui vont travailler avec le Korloro et ensemble ils vont organiser des patrouilles chaque nuit avec des armes. Voilà. Alors, on s'avance un peu vers la fin de cette émission, mais signale que nous avons terminé le temps qui nous est imparti. Mais ce que l'on sait, c'est que les zones criminogènes à Ouagadougou sont connues. On a parlé de Rimketa, on a parlé des Nagrins, on a parlé des zones, par exemple, des échangeurs, du théâtre populaire, la zone également de l'aéroport. Ces zones-là sont connues. Pour vous qui faites les patrouilles, vous qui êtes Korloro, pour vous qui faites des patrouilles dans votre quartier, et je vais vous donner tous la parole. Quels sont selon vous les bons réflexes que chacun devrait avoir dans la nuit, par exemple, pour que ce soit dans votre cour ou quand vous circulez, pour sa propre sécurité? Ce sera le mot de fin. Allez-y. Moi, pour ma part, je vous dis, je ne dors pas. Je peux veiller
jusqu'à 6 h du matin avant de rentrer. Donc j'essaie, et moins de bruit. Et dès lors que j'entends l'aboiement des chiens, je sais qu'il y a quelque chose. Quel conseil vous donnez aux autres pour leur propre sécurité? Pour les autres aussi, je dis, mais il ne faudrait pas dormir. Est-ce que tout le monde doit veiller? Tout le monde doit veiller. Ah oui, il faut que chacun veille. Si tu dors grandement la bouche ouverte, soit on entre chez toi mais à domicile. Oui. Tout ramasser. Pour éviter par exemple que quand on rentre chez toi, qu'est-ce que tu devrais faire? Quelles dispositions voilà, les uns et les autres devraient prendre pour leur propre sécurité, au-delà du fait que vous dites qu'ils doivent veiller? La sécurité, c'est quoi? C'est d'abord bien barricader ta porte et être attentif et bien t'outiller côté armes. Bon. Et maintenant, s'il y a possible. Tout le monde n'est pas autorisé à. Ouais, tout le monde n'est pas. Mais il faut demander. Non, l'arme là, si c'est pour ta propre protection, mais il y a des enquêtes comme dans le quartier avant d'autoriser l'achat d'armes. Donc maintenant, c'est ce que j'ai dit. Si les gens s'organisent dans les quartiers, il y a des sifflets. Même tu sens un délinquant dans ta cour, tu essaies de siffler, les voisins vont se lever et on va l'encercler. Là aussi, c'est une de solidarité ou la peur dont a parlé M. Bama, et tout de suite, vous qui êtes comme Logo, quel conseil vous donnez aux gens pour leur propre sécurité? Quels sont par exemple les réflexes qu'ils doivent avoir à domicile et quand ils circulent également? Selon moi, je pense que c'est la jeunesse seulement. La jeunesse, ça ne veut pas dire que tout le monde doit veiller forcément, comme le grand frère l'a dit, mais quand vous communiquez, au moins si vous avez 100 personnes qui se communiquent très bien, les 30 là peuvent dormir aujourd'hui, 30 soirs demain, 30 soirs après demain. Bon, chaque jour seulement, pour qu'il y a quelqu'un qui a des gens dehors, et d'autres qui dorment, il y a d'autres qui marchent. Là, il n'y aura plus le vol comme vous le voyez. Ça ne peut pas finir. Comme il y a un an, ça ne peut pas finir, mais quand même, ça va diminuer beaucoup pour que la population... des efforts déployés par les forces de sécurité classiques. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup sur ce plateau, mais on sait qu'il y a des choses quand même qui sont faites. J'ai parlé ici de la police Sékou avec ses voitures. On sait qu'ils tournent souvent. Monsieur Bama, vous avez parlé de ce que les initiatives qui sont en cours donc du côté de Rimkieta. Merci pour la participation à ce débat. Merci à vous, Nana Thibault, également pour votre participation, et merci à Idrissa Dera. C'est tout donc pour cette émission. Nous avons parlé de la criminalité dans les grands centres urbains et précisément de Ouagadougou. C'est vrai que ce n'est pas que Ouagadougou, un peu partout au Burkina, les phénomènes existent. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est tout donc pour ça fait débat et c'est également tout pour cette journée dans la savane. À dimanche prochain.